Comment Naisen a-t-il pu entrer à Camelot alors qu'il est mi-fée, mi-géant? Kay Pendragon est-il un antagoniste? Pourquoi Govan affiche-t-elle ce nouveau visage? Et surtout, est-elle la véritable Govan? Pas de panique, on va tout éclaircir dans cette vidéo. Yo les bros, ici Big Manga. J'espère que vous allez bien, car pour ma part ça va. Aujourd'hui, on plonge dans la review du chapitre 157 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, intitulé Des vies qui s'attirent. Un chapitre de dingue les amis. Ce chapitre commence à nous introduire petit à petit la famille du roi du chaos Arthur Pendragon. Oui, parce qu'on fait la connaissance de Kay Pendragon, que certains d'entre vous se rappelleront avoir vu dans quelques pages supplémentaires de Nanatsu no Taizan. Et croyez-moi, il a bien changé depuis. Alors, est-il vraiment gentil dans cette suite? Et en ce qui concerne Govan, elle fait son apparition avec une toute nouvelle allure totalement méconnaissable. Passons de la jument sauvage qu'elle était à une jument totalement redressée. Est-ce un double jeu? Est-elle vraiment la Govan qu'on connaît? Pour ce qui est de Naisen et du fait qu'il puisse entrer à Camelot sans problème, comme vous pouvez le deviner, je vous ai préparé une explication de Zinzin à ce sujet et je pense même qu'elle est assez cohérente. Il y a aussi ma théorie sur l'omnipotence de Perceval qui vient d'être partiellement confirmée. Les amis, je vais tout vous dévoiler dans cette vidéo. Je tiens aussi à vous remercier pour votre soutien incroyable sur la vidéo de la semaine dernière. Même si elle n'a pas fait les mêmes stats que celle de la semaine surpassée, elle a quand même eu un bon lancement, peut-être même le meilleur de la chaîne sur les vidéos review. Et comme attendu, vous avez explosé les likes, ça donne de la force. Et ne vous inquiétez pas, j'ai déjà commencé le montage de la vidéo sur Meliodas. Donc pour cette vidéo, vous savez quoi faire. Objectif minimum 75 likes. Avec vous, il faut toujours un peu pousser le bouchon et c'est ce que je fais. Je compte sur vous. N'oubliez pas de partager. Rejoignez la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rien rater car du très lourd arrive. Laissez un petit commentaire pour le référencement de la chaîne. Vous connaissez la chanson. Sur ce, bonne vidéo à toutes et à tous. Le chapitre commence avec Thétis ouvrant la porte vers Camelot. Elle leur explique que pour éviter que Camelot ne les repère, elle devra refermer la porte une fois qu'ils l'auront traversée. Avec les encouragements de Gil, Hauser et Meliodas, nos héros passent la porte. Gil et Hauser sont inquiets d'envoyer les enfants seuls là-bas. Mais Meliodas, avec un sourire, leur fait savoir que Percy, qui était un gamin douteux il y a 2 ans, est maintenant quelqu'un en qui il a une confiance inébranlable. Cette assurance rassure un peu Gil et Hauser. Je dis ça, je dis rien, mais peut-être que Percy a désormais un niveau intermédiaire comparé aux Seven Deadly Sins. Après tout, il a mis une sacrée raclée à Waraldan dans le royaume des fées. Même si elle n'était pas au meilleur de sa forme, ça compte quand même. Donc c'est en jamais, je vous dis clairement. Meliodas décide donc de croire en Perceval et en ceux qui lui font confiance. Nos héros s'agrippent à Percy, étant transportés sur un doigt chaotique, se tenant sur un minuscule point d'appui. Percy en riant leur demande si c'était ça, Camelot. Anne lui explique que Camelot est composé de milliards de fragments, certains de la taille d'un pays entier, ce qui montre qu'Arthur a vraiment accaparé une grande partie des terres de la Grande-Bretagne. Anne explique aussi que les vortex autour d'eux, appelés trous chaotiques, sont des couloirs qui se connectent aléatoirement à d'autres fragments. Ayant perdu le contact avec le peloton de Tristan et Govan, ils pourraient mettre des jours, des mois, voire des années à les retrouver s'ils ont de la malchance. Après avoir écouté cela, Percy semble chercher quelque chose. En regardant au-dessus d'eux, il dit simplement « Je le vois ». Puis il demande à Naisen de le suivre. Il prend Anne par la taille, ce qui ne la laisse pas de marbre, et donné par le bras. Puis il s'envole dans une case ultra cool avec Naisen les suivant de près. En se demandant s'ils allaient baser leurs recherches sur de la chance, Percy leur explique qu'ils allaient emprunter le vortex au-dessus d'eux car ils pouvaient le sentir là-bas. En étant un esprit de vie, il a des frères partout qui peuvent l'informer dès que possible. Donc il sait bien qu'il est l'un des 4 chevaliers de l'Apocalypse dans ce trou chaotique. Mais arrêtons-nous un instant, car après les propos de Percy, ma théorie sur son omnipotence semble partiellement confirmée. Bien qu'il y ait eu, je l'avoue, une part de faux dans tout cela. Je m'explique. J'avais en fait énoncé qu'il pouvait tout voir et non tout savoir grâce au mini Perceval. Mais selon le dialogue de cette page, ce n'est pas tout à fait le cas. Car quand Donnie lui demande s'il avait su pour Berthollet et Hauser de cette manière, Percy répond tout simplement « Je connais juste les grandes lignes ». Cela nous conduit à penser qu'il reçoit des comptes rendus des esprits de vie sur place, mais qu'il ne peut pas voir directement ce qui se passe sur le lieu concerné. Les esprits de vie, étant ses frères, peuvent lui faire un compte rendu de la situation. Donc il n'est pas sur place, mais est informé par ses frères esprits de vie. Ce n'est donc pas de l'omnipotence, mais cela y ressemble fortement, car il y a de la vie dans tous les royaumes. Voilà pourquoi je pense que ma théorie n'était pas correcte à 100%, mais j'avais l'idée directrice. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus de théories folles à l'avenir qui pourraient peut-être se confirmer ou peut-être être partiellement confirmées. Et donc je profite de la même occasion pour vous expliquer comment Naisen a pu entrer à Camelot alors qu'il est issu de l'union d'une fée et d'un géant. J'ai vu les gens crier à l'incohérence après ce fait et ce débat a fait rage sur notre Discord, mais j'ai essayé de l'expliquer du mieux possible. Voilà donc
donc, après une plus grande réflexion de ma part, une explication encore plus cohérente que celle donnée sur le Discord. Je vous invite aussi à rejoindre notre Discord si ce n'est pas encore fait. Le lien est en description. Revenons donc sur ce que l'on sait de la barrière de Camelot. Comme énoncé par Tétis après l'arc Lyonès, Arthur a érigé une barrière empêchant tout non-humain d'accéder à Camelot. Cette barrière empêche principalement deux des plus puissants Deadly Sins d'y entrer. Arthur est donc pépère dans son royaume. On peut aussi déduire avec les différents faits survenus qu'Arthur ne peut pas modifier les règles de cette barrière. Sinon, il aurait simplement ciblé les 7 Deadly Sins et les 4 chevaliers de l'Apocalypse, et aussi les races non humaines bien évidemment. Le fait qu'il ne l'ait pas fait prouve, je pense, qu'il ne peut modifier les paramètres de sa barrière. Il est ensuite dit que les hybrides sont immunisés contre cette barrière, mais il est plus soutenu que Tristan et Lancelot seraient peut-être immunisés parce qu'ils ont une part humaine en eux à part le fait d'être hybrides. Mais je pense que ce point de vue de nos héros est un peu erroné et ce fait nous est montré tout simplement par Naisien. Je tiens aussi à souligner par la même occasion que tout ce que le camp adverse, le camp du Quatuor, énonce sur Camelot ne sont que de simples suppositions faites par eux. Ce ne sont pas des vérités absolues ou véritables. Les seuls à vraiment connaître ce royaume sont Arthur et peut-être ses chevaliers les plus proches, comme les 4 périls. En fait, j'ai voulu vous rappeler ce que nous connaissions de la barrière pour vous faire savoir qu'ils peuvent se tromper dans leur déduction. Mais bon, laissons un peu cela de côté. Durant l'arc Lyonès, quand Melascoula se confronte à Tristan, elle ne le nomme ni déesse ni démon, mais bel et bien Néphilim, une race, je pense, à part entière, semblable aux 5 races primaires. Cette race des Néphilim résulte de l'union d'un démon et d'une déesse. C'est ainsi que la race Néphilim est née. Une race qui ne peut être considérée ni comme démon ni comme déesse. Un Néphilim n'est donc ni démon ni déesse. Les Néphilim sont une race à part entière. Je crois l'avoir mieux expliqué dans cette vidéo sur les races que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. Ce fait est, je pense, appuyé par Lancelot, qui, pour ceux qui s'en souviennent et ont eu la force de le voir dans le film Steven de Litins, La rancune d'Édimbourg, dit qu'il n'est ni fée ni humain. Lorsque j'ai écouté ces propos de sa part, perso, ce fut incompréhensible pour moi. J'ai d'abord pensé qu'il s'était passé quelque chose avec ses parents et tout, mais je pense, après être devenu un peu plus mature, que ce point de vue de sa part prend plus de sens avec les événements actuels. Car d'après ses propos, un hybride n'appartient pas aux races dont il est issu. La race de Lancelot, tout comme celle de Tristan, porte probablement deux noms distincts. Pour Tristan, c'est Néphilim, mais pour Lancelot, on ne connaît pas encore le nom, bien évidemment. Si Nakaba trouve bon de nous le révéler, il le fera. Grosso modo, un hybride ne peut donc pas être affilié aux races dont il est issu. Lancelot et Tristan ne sont pas détectés par la barrière de Camelot, non pas parce qu'ils ont une part humaine en eux, mais bel et bien parce qu'ils sont des hybrides. Tristan appartient à la race des Néphilim, qui est différente des 4 races interdites d'entrer à Camelot. La barrière ne s'appuie que sur la race qu'elle détecte. Si elle détecte que tu appartiens aux 4 races interdites, elle t'expulse. Mais les hybrides étant différents de ces races ne peuvent être détectés. Mais je tiens aussi à souligner que ce fait s'applique si l'hybride concerné possède en lui les capacités des 2 races dont il est issu, comme Tristan qui possède des aptitudes de déesse et de démon, et Lancelot qui possède des aptitudes humaines et féeriques. En ce qui concerne Nagienne, étant l'hybride parfait parmi ses frères et sœurs possédant les capacités des fées et des géants, il ne peut donc pas être expulsé par la barrière car sa race est encore inconnue pour elle. Il est donc un peu comme son cousin Lancelot, car ouais, Lancelot est le cousin de Naisienne. Naisienne n'est ni une fée ni un géant. Cette barrière ne peut lui barrer la route car sa race est différente des 4 races interdites d'accès à Camelot. Mais je pense paradoxalement que ses frères et sœurs ne peuvent pas entrer à Camelot. Je le dis car, comme montré durant l'arc du royaume féerique, ils ne sont pas des hybrides parfaits comme Naisienne. Ils sont juste des hybrides car ils ont été engendrés par 2 membres de clans différents, King et Diane. Mais ils n'ont hérité que des capacités de l'un de leurs parents. Certains sont considérés comme des fées à part entière et d'autres comme des géants. Naisen, à la différence de ses frères et sœurs, peut entrer à Camelot car il possède les capacités des 2 races dont il est issu. Les hybrides ayant donc en eux les capacités des 2 clans dont ils sont issus ne sont pas considérés comme appartenant à ces clans, mais bel et bien à une nouvelle race. Comme dit par Lancelot lui-même, il n'est ni un humain ni une fée. Connaît-il le nom de sa race? On le saura peut-être plus tard. Voilà donc l'explication, je pense, la plus cohérente sur pourquoi Naisen a pu entrer à Camelot sans être affecté par la barrière d'Arthur. Il n'y a pas besoin d'avoir une part humaine pour y accéder. La logique de Tétis est en cause. Il faut juste posséder les capacités des 2 races dont l'hybride est issu pour entrer à Camelot, car l'individu appartient à une toute nouvelle race. J'espère que l'explication vous a plu, mais en prenant en compte toutes les possibilités, peut-être aussi que Naisen a pu entrer à Camelot à cause d'une bourde de Nakaba qui aurait tout simplement oublié ce fait sur la barrière. Peut-être faut-il une infime part humaine pour entrer à Camelot, comme pour Lancelot et Tristan, qui sait. J'ai voulu vous développer cette explication car j'ai vu des gens dire que
société est incohérent et tout. Car si Legend peut entrer à Camelot, pourquoi les Steven de Distance ne le peuvent-ils pas? Voilà donc l'explication, je pense, la plus cohérente là-dessus. Si vous avez d'autres questions ou d'autres arguments, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Comme il en sait plus tôt, je prépare une vidéo sur Meliodas, mais il y a aussi une autre vidéo sur les hybrides que je prépare bien évidemment. Petit spoil, ma plus grosse déception, c'est le clan des fées. Je n'en dis pas plus. J'espère que cette vidéo aussi vous plaira. Mais revenons un peu au sujet principal de la vidéo. Nos héros entrent dans ce vortex chaotique et atterrissent dans un verger. Là, un vieil homme prêt à faucher est surpris par l'arrivée de Perceval et ses amis. Fidèle à lui-même, Percy demande au vieil homme qui il est. Oublions que ce sont eux les intrus sur ces terres. Le vieil homme demande donc par la même occasion à Percy de s'identifier. Il réalise alors qu'ils sont sous un pommier. Toujours gourmand, Percy ramasse une pomme. Malgré les excuses d'Anne qui s'empresse de demander pardon au vieil homme pour ce désagrément en disant à Percy de ne pas manger cette pomme, l'homme leur explique que même si c'est un hobby pour lui, ses fruits sont pauvres et mal formés, donc pas dignes d'être mangés. Mais Percy sans hésiter croque la pomme, affirmant qu'elle était pleine de saveur et ajoutant même que l'esprit à l'intérieur a aussi bon goût. Ouais, Percy est vraiment unique. Il se base même sur la saveur de l'esprit de vie à l'intérieur de l'aliment plutôt. Le vieil homme trouve Percy étrange et lui demande son nom. Anne tente de lui dissuader de le dire, rappelant qu'il pourrait attirer l'attention des chevaliers d'Arthur, car il y a à la différence des chevaliers chaotiques de fervents adeptes du roi Arthur dans tout Camelot. Mais Percy sans se soucier des conséquences donne son nom et mentionne qu'il vienne de Britannia, ce qui inquiète ses compagnons, craignant qu'ils ne doivent déjà se battre. Cependant, le vieil homme reconnaissant Percy comme membre du groupe Sémon le Chaos dans tout Camelot lui demande simplement de le suivre. Percy, toujours curieux, accepte sans hésiter. Nous avons alors un zoom sur leur emplacement. Ils se tiennent littéralement au sommet d'un bateau géant flottant avec une cabane sur un château, le tout dans un navire-île géant. C'est typiquement le genre de scène que l'on ne voit que dans ce manga. Même la nature n'a rien de tel. C'est peut-être Nakaba à son prime putain. Nos héros se demandent s'il s'agit d'un piège, car le vieil homme semble suspect. Percy lui demande alors son nom et il se présente comme Kay Pendragon, fils de l'ancien roi de Camelot, Uther Pendragon, et donc frère adoptif d'Arthur Pendragon, l'actuel roi. Cette révélation étonne tout le monde, mais Percy reste imperturbable. Kay frappe à la porte et nos héros réfléchissent à ce qu'il vient de dire. Donnie commence à comprendre, mais il est interrompu par une voix à l'intérieur disant « Père, donnez-moi une seconde. » Non, 5 de plus. Puis une jeune fille ouvre la porte avec politesse et demande ce que son père Kay voulait. Kay lui annonce alors qu'elle a des invités. Sur la dernière page de ce chapitre, nous voyons une gouverne totalement transformée, se demandant qui sont ses visiteurs. Ce nouveau design et son comportement sont totalement différents de la gouverne sauvage que nous connaissons. Elle a une nouvelle coupe de cheveux et a pris de la hauteur. Même si elle n'a pas le même flow que Percy pour son retour, elle est quand même là. Mais parlons plus de cette unique page de gouverne. Pensez-vous que cette jeune fille polie et posée soit la véritable gouverne? Personnellement, lorsque j'ai vu les spoilers de ce chapitre, sans vous mentir, j'ai pensé qu'elle était un clone créé par Camelot pour Kay. Mais après mûre réflexion et en lisant les commentaires de différentes communes sur ce chapitre, je pense maintenant que ce n'est peut-être pas le cas. Car lorsque Kay frappe à la porte, la case suivante montre soit qu'elle a renversé quelque chose et donc a été surprise en faisant quelque chose, soit qu'elle a inventé un mensonge pratique pour gagner quelques secondes et ainsi peut-être faire un visage de dame. Mais en tout cas, elle faisait quelque chose avant. Je pense tant que Govan incarne juste le rôle de la fille modèle devant Kay. Elle n'est pas une illusion, mais la vraie Govan. En y repensant, on sait que Govan a peut-être extrêmement peur de son père Kay. Voilà pourquoi elle aime plus ses grands-parents. Et on ne sait pas vraiment comment elle se comporte devant Kay. Peut-être que cette façade est la personnalité qu'elle adopte devant son père. Govan derrière ses airs hautaines pourrait être une fille élégante devant son père. Et même en m'appuyant sur le monde réel, ce comportement est observé chez plusieurs personnes. Des gens affichant une personnalité différente à l'extérieur et une autre chez eux. Mais il y a toujours une raison à cela. Donc pourquoi Govan afficherait-elle un bon comportement devant son père? Il a été montré qu'elle avait une certaine frayeur de son père. On le voit lorsqu'Arthur en parle à son arrivée à Lyonesse. Mais peut-être que cette peur vient d'Arthur lui-même. Elle aurait donc peur, pas de son père, mais bel et bien de son oncle Arthur Pendragon. Elle aimerait peut-être son père et afficherait cette personnalité pour ne pas le décevoir ou lui faire honte. Après le passage d'Arthur à Lyonesse, elle voulait voir ses grands-parents, car peut-être qu'avec eux, elle n'a peut-être pas besoin de cette façade. Elle montre probablement ce qu'elle est vraiment devant ses grands-parents. Connaissant bien l'amour que son père lui porte, elle ne veut pas qu'il voit cette personnalité sauvage. Elle use donc de cette personnalité devant lui par amour et respect. Mais est-ce que Kay aime cette personnalité de Govan? D'après ses expressions, je pense que non. Peut-être donc qu'il sait que Govan adopte cette personnalité uniquement en sa présence. Avec l'arrivée du peloton Percy, Kay voudrait peut-être voir la véritable personnalité de sa fille et donc qu'elle arrête de lui montrer cette façade. Mais bon, en gros, ce ne sont que des suppositions.
supposition, car cela pourrait aussi être une illusion créée par Camelot pour Kay. Perceval et ses amis auraient alors besoin de trouver la véritable gouverne quelque part dans Camelot. Et donc les rapports d'Emily Percy ne seraient pas vraiment véritables, car en disant que c'était l'un des 4 chevaliers, il pourrait se tromper, car cela pourrait être une création de Camelot. Mais j'y crois moyen, surtout que le titre du prochain chapitre est littéralement incapable d'être sincère. Je pense que ce titre est attribué à Gawain qui ne peut se montrer sous son vrai jour devant son père. Mais bon, hormis ces différentes théories, il y en a aussi une autre selon laquelle Gawain aurait subi un lavage de cerveau de la part d'Arthur, créant ainsi cette nouvelle personnalité. Mais bon, j'y crois grave, mais grave moyen. Pour être fixé, attendons de voir le prochain chapitre, car l'attitude de Gawain déterminera si elle a subi ou non un lavage de cerveau. Mais bon, ce qui me pousse aussi à croire qu'elle est la vraie Gawain, c'est que, mine de rien, elle a quand même un peu grandi de quelques centimètres. La Gawain que nous connaissons n'était pas aussi élancée. Comme on sait que les créations de Camelot ne peuvent pas grandir ou changer physiquement, le fait qu'elle ait autant changé prouve, je pense, qu'elle est la véritable Gawain. Mais nous pouvons bien sûr pas montrer sa véritable personnalité devant son père qu'est Kay, soit à cause de l'amour qu'elle lui porte, soit à cause de la peur qu'il lui inspire. En ce qui concerne Kay, je pense qu'il est devenu quelqu'un de bien. Il n'y a pas de masque sous sa personnalité. Il a changé depuis Nanatsu no Taizan. Dans les pages d'un volume supplémentaire de Nanatsu, il était odieux envers Arthur, essayant de le tuer encore et encore et encore. Mais peut-être qu'après avoir vu comment Arthur a changé, il voudrait retrouver l'ancien Arthur, son véritable frère, car il a 2 ans de plus qu'Arthur, bien évidemment, c'est le grand frère d'Arthur. Il solliciterait donc l'aide du Quatuor pour sauver son frère, qui a grandement changé depuis qu'il a reçu ce pouvoir en lui. Mais peut-être aussi que je dis des bêtises et que Kay est Berthollet, le destructeur ultime. N'ayant jamais eu d'humanité en lui, il semble ne pas avoir de mal à cacher ses véritables intentions. Il attend peut-être le bon moment pour révéler qui il est en réalité. Et comme Donnie et Anne ne l'ont jamais vraiment vu sans sa visière, ils ne peuvent pas le reconnaître. Je le dis parce que lorsque nous avons eu la présentation de Berthollet, j'ai eu la nette idée qu'il était Kay, le père de Gawain. Après sa chaotification, Arthur lui aurait parlé de qui il est en réalité, le père de Gawain et tout ça. Mais perso, même si on dit que la première idée est souvent la bonne, je n'y crois vraiment, mais vraiment pas du tout. N'hésitez pas à me donner vos différentes théories sur Kay, Gawain et tout le reste dans les commentaires. En attendant bien sûr la sortie du prochain chapitre, bien évidemment. Même s'il y a probablement encore d'autres théories encore notables à explorer sur Gawain et son comportement étrange, je pense vous avoir développé ou énoncé les théories les plus plausibles concernant ce fait. Si vous avez des arguments prouvant que j'ai tort sur toute la ligne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis tout oui. Concernant le comportement de Kay, est-il gentil ou pas? Parlons-en franchement. La façon dont il se comporte ne me donne pas l'impression qu'il soit un antagoniste. Il a l'air sérieux, voire vraiment menaçant, mais d'une manière qui rappelle un vieil homme fatigué, suppliant quelqu'un comme Perceval de briser sa carapace pour atteindre son cœur. Imaginez, vous êtes en train de faire votre hobby et soudain 4 personnes tombent du ciel sur vos terres. Que feriez-vous? Personnellement, j'aurais aussi pris une arme pour me protéger. Kay Pendragon a été mesuré et raisonnable dans sa réaction. Mais regardons aussi le comportement de Percy vis-à-vis de lui. Percy a un talent incroyable pour discerner les vraies bonnes personnes. Ses premières interactions avec Donnie et Nazienne étaient plutôt chaotiques, avec des vols et des ligotages. Mais il a su voir au-delà de ses actions et leur faire confiance. Anne voulait le cercle des ténèbres éternelles, mais Percy n'a jamais douté de ses intentions bienveillantes. Il n'a jamais craint les démons du village de Gaozer et n'a jamais douté de Sin, même quand Anne remettait en question ce renard. Perceval a même aidé Rosebon, qui lui a rendu l'appareil par la suite. Si Perceval traite Kay comme un gentil, alors il y a de fortes chances qu'il le soit vraiment. On note aussi que Kay sait bien que Gawain fait partie des 4 chevaliers de l'Apocalypse, car sans même que Percy le demande, il leur dit littéralement de le suivre et informe Gawain qu'elle a de la visite. Ce qui me laisse encore plus perplexe, c'est la façon dont Kay se présente comme étant le fils d'Uther Pendragon, selon la traduction française bien évidemment. L'apparition de Kay dans les pages bonus de Nanatsu no Taizan a établi que Kay était le frère adoptif d'Arthur, son père ayant adopté Arthur. Cette situation familiale est tirée directement des légendes, mais avec une différence majeure. Dans les légendes, le père de Kay n'est pas le roi Uther, mais un chevalier appelé Hector qui adopte Arthur. Si Nakaba a échangé les parents des frères, cela signifie qu'Arthur n'est pas réellement le fils biologique d'Uther, donc pas un vrai Pendragon. Les choses deviennent encore plus étranges quand on considère que Gawain est censé être lié à Arthur par le sang. Si Kay n'est pas liée à Arthur par le sang, comment Gawain peut-elle l'être? Gawain devrait-elle être la fille de la sœur d'Arthur? Pourquoi Gawain dit ne pas savoir qui l'a mise au monde alors? Pour répondre à ces questions, en fait, rappelons-nous un peu de celui qui a révélé qui était vraiment Gawain. C'était qui? Eh bah, Tristan. En me souvenant de ce fait, j'ai des doutes sur la paternité biologique de Gawain. On sait que Gawain est lié d'une manière ou d'une autre à Merlin à cause de ses différentes magies. Et donc si Gawain est une création de Merlin, alors elle serait la fille elle-même adoptive de Kay, son lien de sang avec lui. Je le dis car Tristan pourrait aussi avoir entendu qu'Arthur était l'oncle de Gawain et en avoir ainsi conclu qu'elle était liée par le sang à Arthur. Mais si Merlin n'est pas liée à la création de Gawain, alors après la naissance de Gawain, Merlin aurait pu la modifier en lui implantant le pouvoir du soleil modifié et ses propres sorts. Car
car n'oublions pas que c'est grâce à Merlin qu'Escanor a reçu la grâce du soleil Sunshine. Donc que Govan ait reçu cette grâce modifiée grâce à Merlin ne serait pas du tout incohérent. En ce qui concerne cette nouvelle Govan, elle est très différente de ce à quoi je m'attendais, au point que je ne l'ai même pas reconnue avant de lire le chapitre complet. Je pensais qu'elle aurait une aura plus mature et plus sérieuse qu'avant, comme Perceval, mais ce n'est pas le cas. Bien sûr, Govan a une forme de combat distincte similaire à Escanor, donc son apparence et son comportement normaux ne nous disent pas tout. J'aime mieux cette nouvelle coiffure que la coupe au carré qu'elle avait avant. Je suis curieux de voir à quoi elle ressemblera quand elle sera toute musclée. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce nouvel accoutrement dans les commentaires. La semaine prochaine, il n'y aura pas de chapitre, mais pas de panique, je vous prépare 2 vidéos sur le manga. Une sur Meliodas, car vous avez cartonné la semaine dernière, et une autre sur Merlin ou les hybrides, selon si j'arrive à finir le montage de l'une d'elles. Le premier chapitre s'intitule Incapable d'être sincère, ce qui, comme énoncé plus tôt, se réfère probablement à Govan qui ne peut se montrer sous son vrai jour devant son père. Si Kay se range du côté des gentils pour sauver Arthur, il y aura peut-être une discussion entre lui, Govan et le peloton Perceval. Dans tous les cas, j'ai bien apprécié ce chapitre. J'espère qu'elle vous a plu et que vous n'avez pas trouvé les théories énoncées dans cette vidéo totalement incohérentes. Mais globalement, le chapitre 157 des 4 chevaliers de l'Apocalypse était incroyable. Nous voyons l'entrée à Camelot du peloton Perceval pour affronter le roi fou, le roi du chaos Arthur Pendragon. Percy, connaissant l'emplacement des membres du Quatuor, décide d'aller à la rencontre de la plus sauvage d'entre tous. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Ils rencontrent Kay Pendragon, le père de Govan et frère adoptif d'Arthur, et découvrent une toute nouvelle personnalité de cette jument sauvage. Est-elle la vraie Govan? Kay est-il un gentil ou un ennemi? Percy a-t-il maintenant un niveau proche de celui de Seven Deadly Sins? Pourra-t-il faire face à toutes ces menaces? Tant de questions qui trouveront probablement leur réponse dans la suite du manga. Restez à l'affût. Voilà tout pour cette vidéo. キャメロットへの道が閉ざされたんだ。じゃあワクワクの冒険に出かけるってのはどうかな。何としてもキャメロットにたどり着く道を探し出してくれ。我が本気で手を貸すと思っているのか？私の見る未来は絶対よ。さあ